Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic. Je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule qui reste assez rare sous nos latitudes, comme souvent chez nous, qui est de plus en plus demandé, des valeurs grimpantes. Les plus connaissants ont reconnu, il s'agit d'un Ford, ce qu'on appelle les F-Series. Série F, celui-ci c'est un 1954 en version gamme lourde, donc un F250. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, cette génération-là, il y a eu beaucoup de 6 cylindres. On trouve beaucoup sur le marché de 6 cylindres en ligne. Et quelques rares versions V8. Donc, évidemment, nous, on ne ramène que des V8. C'est les plus demandés, évidemment. Un pick-up de ces années-là en V8, c'est ce qui fait tout son charme aussi. Donc, celui-ci n'échappe pas à la règle, surtout en 250. C'est un châssis un peu plus lourd, donc ça nécessite obligatoirement l'adoption d'un V8 sous le capot. D'origine, bien sûr, vous savez, chez nous, il n'y a pas de 6 cylindres convertis en V8 ou de bidouille d'un bloc Chevrolet dans un camion Ford et tout ce qu'on peut voir comme hérésie, on va dire. Voilà, pour ne pas utiliser d'autres mots. Donc, ce Ford F250, F100, F250, F150, F350, je vais vous expliquer un petit peu l'historique. Les F-Series, donc les pick-up de la gamme Ford, sont sortis en 1948, donc juste sortis de guerre. Donc il y a eu plusieurs générations, on est à la énième génération. Ça c'est la deuxième génération. La première ayant commencé de 48 à 52 et ensuite de 53 à 56. Donc c'est cette version-là, c'est la deuxième génération. Ce que Ford appelait la Triple Economy. Bon, c'est des noms commerciaux. Alors, dans ces versions-là, vous aviez 6 cylindres et V8, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous aviez aussi encore le flathead. Vous aviez donc deux types de moteurs V8. Vous aviez le flathead et le bloc Y. Bloc Y qui est celui-ci. Je vais vous expliquer après ce que c'est. L'entrée de gamme, entre guillemets, en F100, on va pas parler que du F150, on va parler F100, F250, F150. Le bloc de base, c'était un 6 cylindres, donc un 3,5 litres qui sortait 100 chevaux. Donc complètement identique à la version en Chevrolet 3100 et GMC 3100, d'accord, des mêmes années. Après, vous aviez un 3,7 litres qui était un petit peu plus puissant, comme Chevrolet et GMC aussi, comme General Motors qui sortait 115 chevaux. Et après, vous passiez au V8. Donc, vous aviez dans cette génération-là, vous aviez le V8 flathead, donc culasse plate. Alors, on va pas faire l'historique ou les caractéristiques du flathead, mais c'est un moteur à l'époque qui était déjà vieillissant, qui est sorti dans les années 30. Donc, il sortait lui aussi 100 chevaux péniblement, pas beaucoup de coupe. C'est un super moteur, mais dans un gros camion comme ça, il était vraiment à la peine. Donc, Ford s'en est vite rendu compte et a sorti ce qu'on appelle le bloc Y. Alors, le bloc Y, c'est tout simple, c'est en fait, vous regardez un bloc V8 de face, en fait, avec l'hélice devant vous, et en fait, il ressemble à un Y avec un carter assez haut comme ça, donc il fait la forme d'un Y. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le bloc Y. C'est toujours pareil avec les Américains, c'est très simple, ils ne vont pas se creuser la tête. En bloc Y, vous aviez deux modèles. Vous aviez le 3,9 litres qui faisait 130 chevaux, c'est celui-ci, et vous aviez un rare 4,5 litres qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'il n'a pas été beaucoup commandé à l'époque, c'était souvent le 3,9 litres, qui faisait 173 chevaux. Voilà, ça c'est un petit peu pour la mécanique. Et après, vous avez la troisième génération de Ford F-Series qui passe de 57 à 1960 et c'est là qu'on voit arriver les 4 roues motrices. Donc, dans ces générations-là, vous n'avez pas de 4 roues motrices. Vous aviez les carrossiers qui prenaient les 2 roues à la demande client et qui montaient les 4 roues, mais alors c'était très hasardeux. Ford sort le 4 roues qu'à partir de la troisième gène, donc à partir de 1957. Donc, on va détailler ce camion ensemble. Alors, autre fait intéressant, à cette époque-là, n'oubliez pas que c'était le plein emploi, c'était la débauche de matériaux, le carburant moins cher que l'eau, etc. bien sûr. Donc, à chaque génération, ses innovations. Les principales innovations dans cette deuxième génération, c'est que ils ont changé le nom des modèles. Dans la première génération, et ceux qui connaissent un petit peu les Ford le sauront, vous aviez les Ford F1, F2, F3, F4, F5. À partir de cette génération, ils changent et ils passent à F100, F150, F250, F350. Enfin, nom de modèle qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, cette dénomination F150, F250, ça vient de cette génération
là qui sort donc en 1953. Ensuite, vous aviez l'arrivée des banquettes réglables, enfin avec la tirette pour pouvoir reculer à avancer la banquette. Dans la première gêne, il n'y avait pas. Il ne faut pas oublier encore une fois que c'était des utilitaires, hein. C'est au sens propre et dur d'un utilitaire, hein. C'est-à-dire une carrosserie, un moteur qui doit tracter, une benne derrière et minimal au niveau équipement, hein, d'accord? Donc, vous avez aussi l'apparition des freins assistés, donc c'est toujours des tambours, mais vous avez une assistance, contrairement à la première gêne qui n'en avait pas, même pas en option. Et ensuite, vous avez après l'apparition de la boîte automatique dans cette génération-là. Et on va vous montrer une autre vidéo plus tard d'une version boîte auto qui est extrêmement rare dans cette deuxième génération, ce qu'on appelle le Fordomatic. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On vous en reparlera. Si vous suivez la chaîne, vous le verrez apparaître. On va faire le tour de ce F250. Je ne le touche plus parce que j'ai des copains ou des clients qui m'ont dit « T'es toujours à toucher l'aile de la voiture, donc je ne le fais plus. » Voilà. Donc, je me touche les mains maintenant. Voilà, comme ça. Hein, d'accord? Allez, on fait le tour. On regarde ensemble. Vous allez voir, c'est une très, très belle auto. À tout de suite. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce camion. Encore une fois, ouais, c'est un truck. C'est un truck aux États-Unis, donc c'est un camion. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que c'est appelé. Alors, petite anecdote sur les dénominations des modèles. F100, F150, F250, etc. En fait, ça correspond, chaque dénomination correspond à la capacité de charge utile dans la benne. Le F150 remplaçant le F100, d'accord, dans l'historique. Un F150, par exemple, ça charge une demi-tonne dans la benne. Le F250, 3/4 de tonne, et ainsi de suite. Donc là, vous avez un F250, chargement 3/4 de tonne, 750 kg. La différence, c'est quoi? C'est la taille du châssis. La taille du châssis. Les motorisations sont les mêmes. C'est juste l'épaisseur des tôles et la robustesse du châssis. Il ne faut pas oublier encore une fois, comme je vous ai dit tout de suite à l'instant, que ce sont des utilitaires. Et en bon utilitaire, c'est fait pour tracter, pour tirer, pour remorquer, pour travailler. Ce n'est plus des utilitaires de confort comme on a aujourd'hui. D'accord? C'était vraiment fait rustique, travail. Donc solidité, fiabilité, c'est encore pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui, même s'il n'y en a plus beaucoup. Alors, on va faire le tour ensemble. Donc, regardez l'ensemble de l'esthétique du véhicule. C'est encore une fois les années 50, donc tout est en rondeur. Donc, comme je vous dis à chaque fois dans les vidéos pour les voitures rondes comme ça, quand ça a été refait, caché, maquillé, bidouillé, eh ben vous voyez toutes les alvéoles comme ça de mastic, de peinture mal posée, etc. Et là, on voit qu'il y a vraiment un beau galbe partout. C'est très joli. La dénomination V8, Ford était pas peu fier de dire que ses pick-up à eux étaient motorisés en V8, contrairement au GM, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ils l'arboraient fièrement sur la calandre. Vous aviez des versions qui pouvaient être chromées ici comme ça, mais c'est de l'accessoire. De série, ça sortait comme ça. Le pare-choc pouvait être chromé, était aux 3/4 chromé ou peint. Évidemment, c'est moins fragile peint que chromé. Contrairement à ce qu'on peut croire, le chrome se raye, se pique. Avec la peinture, bon, vous aviez une protection supplémentaire si elle n'était pas éraflée. Donc là, tout le succès de cette gamme-là, c'est dans toutes ces rondeurs, hein, comme les 3100 d'ailleurs, hein, c'est le charme de ces générations-là. Les belles jantes en acier en 17 original avec le Dog Dish Ford original. Ça reste rare, quoi qu'on en dise. Avec les 7,5 par 17, c'est du 17 pouces d'origine. Hein, c'est la montre d'usine. Regardez l'épaisseur des pneus, encore une fois. Fallait que ça soit costaud, fallait que ça aille partout dans les champs, dans les chemins. Fallait pas que ça crève. Donc ils arborent fièrement sur le pneu nylon. Donc doublure en nylon sur les latéraux comme ça. C'est très très joli. On sent encore une fois, ceux qui viendront le voir après la vidéo, ils verront, ça sent vraiment la robustesse, ça sent la rusticité. C'est vraiment ça qu'on aime dans ces voitures-là. La trappe à essence ici, à ce niveau-là. Donc après, ils le remettent plus haut, mais dans ces premières générations, il est là. Regardez les marchepieds, donc tout en acier, hein, pas de plastique, évidemment, dans ces années-là. Encore une fois, pas de crise des matériaux, donc on fait du costaud. Le galbe de l'aile arrière aussi pareil, très beau, pas de déformation, pas de traces visuelles qui pourraient faire penser que ça a été mal refait. Les jonctions de tôle, les raccords, vous voyez encore une fois, c'est comme j'explique à chaque fois et là on le voit. Vous voyez, cette pièce-là, elle a été pointée bling, 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 soudée comme ça sur son autre panneau.
Donc vous imaginez bien que si vous les laissez dans l'eau, eh ben, la flotte, elle rentre entre les deux parties métalliques et elle rouille. Et vous vous retrouvez avec un véhicule avec le cancer. Donc, encore une fois, si vous voulez préserver, ne les laissez pas sous l'eau ou régulièrement sous la pluie. Là, c'est un exemple typique parce que c'est visuel. Mais imaginez que toutes les voitures de ces années-là, et c'est pas que les américaines, hein, les françaises, c'est pareil, les italiennes, c'est pareil, elles sont fabriquées dans le même esprit. C'est une tôle sur une autre pointée. Donc, forcément, si vous n'avez pas bien isolé ou si vous ne faites pas attention à l'humidité, ça ronge. Le petit jonc, encore une fois, qui sépare l'aile de enfin les deux éléments, de manière à ce que ça ne fasse pas de bruit parasite. Le système de benne arrière qui était commun à toutes les pick-up de cette époque-là. Hein. Donc vous aviez un crochet comme ça que vous faisiez tomber, hop, vous enleviez et vous faisiez la même chose de l'autre côté. Donc là, c'était les premiers systèmes. Encore une fois, ça avait l'avantage d'être simple. L'inconvénient, c'est que quand vous descendiez le tailgate, eh ben, souvent il reposait sur le pare-choc. Vous aviez la barre du pare-choc dans la peinture, c'était abîmé. Donc encore une fois, c'est pareil, quand on descend ça, on fait très attention, on pose sur le pare-choc et on ne le fait pas tomber. Il n'y avait pas d'arrêtoir, il n'y avait pas de vérin, il n'y avait rien. C'était vraiment, encore une fois, rusticité top. Les planchers de benne, là, bon, là, ça a été une version qui a été vernie, donc c'est joli, c'est esthétiquement réussi, encore une fois. Ça a été bien fait, toute la boulonnerie est neuve en dessous. Donc c'est un véhicule qui est vraiment, encore une fois, de collection. C'est pas une conversion de 6 cylindres en V8, c'est pas du bois qui a été rajouté en sortant de chez Castorama. C'est conforme à la bonne taille, dans les bonnes dimensions. Voilà, donc les petits feux stop ici qu'on voit avec les logos. Bon, ça c'est de l'aftermarket, mais ça va bien, ça rentre bien dans l'esprit. N'oubliez pas que dans ces années-là, encore une fois, vous n'aviez même pas de clignotant. D'ailleurs, il n'y a pas de clignotant, c'est les feux stop, c'est tout. Vous n'avez pas de clignotant. On peut les rajouter, ça se rajoute de temps à autre, mais d'usine, en sortie d'usine à l'époque, ça n'existait pas. L'autre côté, pareil, très beau. Toujours pareil, le galbe. Là, j'ai le droit de toucher, les gars? Ouais, je peux, hein. D'accord. Donc, hop, le marchepied, tous les entourages de benne, les retours de benne, tout ça. Regardez, c'est beau, c'est propre, c'est sain. Ça a bien été traité, ça a bien été préparé. Il n'y a pas de cache-misère. On voit bien les pointages, donc il n'y a pas de mastic, il n'y a pas de choses comme ça. C'est beau, c'est bien fait. On va regarder l'intérieur après, qui est tout aussi joli. Le petit rétro passager, qui est tout sauf un gadget, parce que sur des gros camions comme ça, bah, c'est important. C'est un très très beau camion. Il y a une belle couleur. Le vert comme ça, le vert brillant direct, typique de l'époque, il est magnifique sur ce camion. Ça va très très bien. On va regarder l'intérieur. Voilà. Donc encore une fois dans le rustique, hein, pas de panneau de porte, rien. Tout est métal. Avec juste la trappe de visite ici pour la fenêtre, pour le mécanisme de porte et de fenêtre. Voilà. Donc là, la grande banquette 3 places. Donc c'est une version boîte méca 4. Vous aviez des versions 3 vitesses, puis 4 vitesses en option. Là, c'est une 4 vitesses. Le grand volant gigantesque caractéristique de l'époque. Fallait avoir des bras. Voilà, regardez l'état du tableau de bord, de la console. Tout est bien propre, bien positionné. Il n'y a pas de faute de goût. Le ciel de toit est beau aussi. Il est pas déchiré. Les joints sont pas foutus. Ça pendouille pas de partout comme beaucoup. Voilà, vous avez l'option chauffage. Vous avez la petite boîte. On va la regarder de l'autre côté tout à l'heure. C'est pareil, les pédales typiques de cette époque-là qui descendent comme les coccinelles. Le gros levier de vitesse qui est à côté, c'est pas un levier de vitesse, c'est le frein à main. Voilà, les joints sont propres, le mécanisme, vous voyez, tout a été démonté. On voit bien, c'est pas peint par-dessus, comme beaucoup. Encore une fois, rappelez-vous, tout est dans le détail. Quand vous ouvrez une porte et vous voyez tout est peint, vous pouvez imaginer que ça a été un peu bâclé. Là, on voit que tout a été démonté. C'est pour ça que, vous voyez, c'est une porte très lourde, puis vous n'avez pas besoin de la claquer comme un âne, encore une fois. Alors, côté passager, voilà, dans le même état que le reste.
Là, c'est très beau aussi, c'est bien restauré. Vous avez sur ces modèles-là, la batterie se trouve dessous comme ça ici avec une petite trappe de visite. Donc c'était pratique si vous n'avez pas besoin d'ouvrir le capot. Là, vous avez donc le radiateur ici, qui était un accessoire d'époque et qui reste avec son petit logo Ford hein, des générations années 50. La petite boîte à gants, et là la trappe pour ouvrir l'aérateur devant le pare-brise. Encore une fois, pareil, hein, ça tombe pas, ça s'effondre pas. Tout est dans le détail. C'est la différence que vous pouvez, toutes ces petites différences-là, vous pouvez les noter entre un véhicule vite fait, mal fait et un véhicule bien construit. Voilà. Alors c'est vraiment les premières générations qui ont une architecture V8 qui ressemble à ce qu'on connaît après dans les années 60, 70, 80, avec les rampes de culbuteurs. La seule différence, c'est que les échappements passent devant comme ça, ils sont joints, les deux échappements sont reliés ensemble par ce tube. Sinon, l'architecture est quasiment identique. Évidemment, vous avez toujours la dynamo. On a un petit peu d'esthétique à faire sur le moteur parce qu'ils ont changé la pile d'admission. Enfin, ils ont repeint la pile d'admission un peu comme des cochons. Donc ça sera dans une deuxième phase quand il va rentrer à l'atelier. Mais sinon, vous voyez toute l'électricité, il a été converti en 12 volts. Donc il y a un bon démarrage. Il n'est pas poussif. Mais regardez les panneaux, tout ça c'est beau, c'est en bon état. Le dessous du capot, le joint, il est bien là, il est bien conforme. Les renforts ici, ils ne sont pas tordus. L'électricité, elle est encore en 12 volts, mais avec la gaine tressée. Donc c'est joli comme tout, c'est bien conforme. C'est une belle machine qui démarre bien, il démarre au quart, à froid comme à chaud. Le bon gros radiateur aussi, c'est pareil, en bel état. Même la traverse devant, tout ça c'est beau, c'est en bel état. C'est une très belle voiture qui ravira le futur acquéreur. Ça se ferme en plusieurs parties parce que ce sont des gros capots. Donc les trapèzes n'existant pas encore à l'époque, c'est des ressorts cylindriques. Donc il faut vraiment bien le pousser pour ne pas déformer la tôle ou vous casser les doigts aussi. On a fait un petit peu le tour, vous avez vu l'ensemble du véhicule, c'est vraiment un très très beau camion. Vous n'en verrez pas beaucoup encore une fois dans cet état-là d'origine. Encore une fois, je m'adresse moi à la clientèle qui veut des véhicules collection, dans un état d'origine de collection, d'accord? Donc les customs, les tunings, les pro touring, les machins, c'est pas chez nous. Encore une fois, c'est illégal. Vous regarderez nos autres vidéos. Nous, on reste sur le côté strictement légal, strictement collection origine, d'accord? Et celui-ci en est un parfait exemple. Ça peut rouler très bien quasiment tous les jours, ça démarre tout le temps, ça freine bien, ça se comporte bien sur la route. C'est une voiture qui a été bien reconstruite, bien restaurée, d'accord? Il est chez nous au prix de 54 990 €, ce qui est le tarif aujourd'hui pour avoir un beau camion V8 d'origine dans cette config-là. On en a un deuxième qui fera le sujet d'une vidéo aussi, la version Ford-O-Matic, donc en boîte auto, qui est quasiment dans le même état et qui est au même prix aussi. Donc on a eu le cas d'avoir la chance, j'ai eu la chance d'en trouver deux V8 d'origine comme ça par un de mes contacts là-bas, mais je suis resté avant de les avoir 8 mois sans en avoir. Donc quand je les trouve, je les attrape, mais ils sont même pas faciles à trouver même aux États-Unis. Bref, véhicule de collection, véhicule de collectionneur, venez le voir. Il rend bien sûrement en vidéo, on verra après, mais en vrai c'est encore mieux, il est vraiment imposant. De toute façon, ceux qui me connaissent, encore une fois, je suis 1,90 m et le camion est plus haut que moi. Donc c'est vraiment une belle bête et on ne peut pas être déçu avec un camion comme ça. À très bientôt.